Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musée dans votre canapé. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du camouflage. Saviez-vous que le camouflage tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé à la Grande Guerre? Et bien pourtant, la ruse, la feinte, la dissimulation, ce sont des techniques qui ont souvent été utilisées pendant les guerres. En tout cas, on les retrouve dans l'histoire. Et alors, celle que vous connaissez sans doute, qui a suscité le plus d'admiration dans l'histoire, c'est le cheval de Troie. Alors, je vous montre voilà, une image de ce cheval de Troie. Tout simplement, je rappelle pour les enfants peut-être qui ne connaissent pas encore, c'est donc dans la mythologie grecque, Ulysse qui va avec quelques guerriers grecs se dissimuler à l'intérieur d'un cheval de bois orné d'or et qu'ils vont donc offrir aux citoyens de Troie qui sont cernés depuis de longs mois, depuis de longues années même. C'est une guerre qui a duré 10 ans. Et donc ils vont pouvoir entrer dans la ville enfin, grâce à cette ruse, et lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils vont en sortir pour aller attaquer les villageois de l'intérieur. Évidemment, cela met fin à la guerre qui dure depuis 10 ans, mais ça a été gagné par ruse. Alors, pourquoi on n'utilise pas le camouflage? Pourquoi on n'utilise pas ces techniques de ruse, de dissimulation? Tout simplement parce qu'on considère que ce sont des techniques déshonorantes, que ce sont des techniques lâches. Sauf que on a des armes de plus en plus modernes. À partir du XXe siècle, on va réfléchir à se battre autrement. Parce que comment ça se passe avant le XXe siècle? Tout simplement, sur les champs de bataille, il y a énormément de fumée partout. Le but n'est pas tant de se camoufler, de toute façon, c'est de se battre face à face, au corps à corps, debout les uns devant les autres. Vraiment, c'est important que l'on se voie pour ne pas tirer sur ses compatriotes. Tout simplement. Alors, on a même des couleurs qui sont définies pour certaines armées, comme vous voyez apparaître à l'écran. Les Anglais vont être plutôt, eux, avoir des uniformes en rouge, les Français plutôt en bleu, et puis les Autrichiens plutôt en blanc. Alors c'est à partir du 19e siècle qu'on va voir apparaître le bleu et le rouge vraiment chez les Français. Ça va être vraiment un uniforme qui va perdurer dans le temps. Sauf que à partir de 1900 à peu près, dans les années 1900, au début du 20e, on va voir notamment des armes beaucoup plus modernes, beaucoup plus dangereuses. Notamment à partir de 1880, on invente la poudre à canon sans fumée. Donc on se voit de loin et on a des canons qui tirent sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres. Et donc on va plus se battre au corps à corps comme avant. Alors à partir de ce moment-là, certaines armées vont réfléchir à faire autrement. Et on a notamment derrière moi, vous avez les Anglais qui ont, eux, décidé de passer à une couleur kaki. Kaki qui en hindou veut dire couleur de poussière. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va plus se rapprocher à ce qu'ils vont avoir dans leur environnement autour d'eux. Alors les Allemands, eux, je vous montre de leur côté les Allemands, vous allez les voir apparaître. Ils vont, comme celui que vous avez juste là, opter pour une couleur qu'on appellera la couleur Feldgrau. Feldgrau, donc c'est traduit en français d'ailleurs par gris de campagne. En réalité, c'est un vert gris, un vert de gris, qui va permettre également aux Allemands de se camoufler. Alors du côté français, on a un peu plus de mal à changer la couleur de son uniforme pour des raisons de tradition, pour des raisons économiques. Les militaires ont du mal, les politiciens ont du mal, mais aussi la population. Ce qui veut dire qu'ils vont plutôt rester à l'entrée en guerre sur du bleu et rouge, même s'ils ont fait des recherches comme les autres, et même s'ils ont commencé la démarche de changer la couleur de leurs uniformes. Alors je vous retrouve ici devant cette vitrine puisque dès 1915, les soldats vont être petit à petit équipés par d'autres casques que ceux qu'ils ont jusque-là, parce que jusque-là ils ont des képis de tissu pour les Français, des casques en cuir pour les Allemands, et ça ne les protège pas assez à la tête contre les éclats d'obus, contre les obus qui sont faits de métal et donc qui sont, quand ils explosent, extrêmement coupants et qui font énormément de dégâts. Ils vont donc être équipés de casques de métal, puisque quoi de mieux que du métal pour se protéger face à du métal. Le seul problème, c'est que cette matière, elle brille.
elles brillent énormément et donc ils peuvent être repérés de loin par les ennemis. Alors pour éviter ça, ils vont recouvrir leur casque. Là vraiment, on est dans les prémices du camouflage. Après l'uniforme, ils vont donc utiliser des toiles pour recouvrir. Vous avez là l'ancien casque allemand en cuir, hein, le casque à pointe recouvert d'une toile plutôt grisâtre. Vous avez le casque Adrien, le casque français qui lui va être recouvert plutôt d'une toile beige ici. Hein. Et puis vous avez le Brody, le casque anglais, qui va lui être recouvert d'une toile de jute. Vous avez aussi le Stahlhelm, hein, les Allemands vont aussi le recouvrir avec des couvre-casques. Mais celui-ci, alors celui-ci c'est un fou, hein, c'est un modèle de démonstration qu'on peut essayer aussi, qui est repeint d'une peinture mate normalement. Là il brille un tout petit peu, hein, mais on en a des vrais dans le musée. Donc notamment, je vais tout de suite vous montrer d'ailleurs un exemple. Alors, il faut savoir quand même que très rapidement, du coup, les Français et les Anglais, ils vont réussir à repeindre les casques avec une peinture plus mate dès l'usine. Les Allemands, pour eux, ça va être un peu plus compliqué, ils n'en ont pas forcément les moyens, donc ils vont peiner à changer cette couleur. Et donc jusqu'à la fin de la guerre, on va retrouver des couvre-casques, on va retrouver des casques peints avec une peinture plus mate, vous voyez, rien à voir avec celui que j'ai sur la tête. Là, c'est vraiment un vrai, avec de la vraie peinture mate. Et donc c'est une question de survie, hein. La tête c'est quand même quelque chose qui est très exposé dans les tranchées. La tête peut dépasser malheureusement sur le champ de bataille quand il y a des combats, le métal brille toujours autant, hein. Donc c'est une question de survie. Alors il faut s'imaginer qu'à l'entrée en guerre en 1914, les Français, ce sont ceux qui sont le plus en retard, je dirais, au niveau vestimentaire, hein, au niveau des uniformes. C'est donc presque naturellement hein, qu'ils vont être les premiers à découvrir et à développer le camouflage tel une arme. Alors attention, ce n'est pas une arme qui tue, le camouflage, c'est une arme tout simplement qui trompe. Et c'est comme ça que va être créé petit à petit le camouflage moderne, comme je vous disais tout à l'heure, le camouflage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors on attribue bien souvent la création, l'invention du camouflage à Guérand de Scaevola, un peintre français. Mais il faut imaginer que de toute façon, il n'était pas le seul, dès le début de la guerre, à réfléchir à des concepts pour améliorer le camouflage. Alors comment ça commence avec lui? En tout cas, Guérand de Scaevola, lui, il a un poste un peu particulier puisqu'il se retrouve à l'artillerie, du côté de l'artillerie, c'est-à-dire du côté des canons, et il assure un lien téléphonique avec l'état-major qui donne des ordres de tir sur ces canons, avec ces canons, pardon. Et il faut savoir que le problème, c'est que dès l'entrée en guerre aussi, on va utiliser des avions, c'est assez récent, on va les inclure dans un processus de guerre, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour aller observer les lignes ennemies. Et notamment, les Allemands vont les utiliser, alors les Allemands comme les Français, hein, mais pour l'exemple qui nous intéresse, les Allemands vont l'utiliser donc pour aller voir, observer les canons. Et Guérand de Scaevola, qui se retrouve avec ces canons-là, va se rendre compte que dès qu'il tire avec le canon, les avions du ciel arrivent à voir le canon qui brille. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils arrivent à entrevoir où est-ce que les soldats se trouvent, et ils peuvent en tout cas envoyer des attaques sur ces canons. Une fois que les positions sont découvertes, c'est assez compliqué hein, pour se battre, donc en tout cas pour conserver ses positions, pour conserver son artillerie. Donc dans l'idée, il veut faire quelque chose pour cacher ses canons. Alors ici on est devant une fresque, hein, satirique d'ailleurs, qui nous montre toutes ces personnes qui ont œuvré au camouflage. Guérand de Scaevola, c'est vraiment celui avec son uniforme au milieu. Il va avoir l'idée de recouvrir ses canons, il va avoir l'idée de les repeindre, il va tester plein de techniques, il va se faire remarquer, notamment par le commandant en chef des armées, le général Joffre, hein, et le général Castelnau aussi, qui lui va tout de suite va être intéressé et va lui donner l'ordre de composer une section particulière qui va développer ces
ses idées, qui va développer ses procédés. Et on va appeler ça donc la section de camouflage. Ils vont être aussi surnommés les caméléons camoufleurs. Alors, vous avez peut-être remarqué sur mon épaule, Cam, qui a failli glisser tout à l'heure. Tout simplement, Cam, le caméléon, c'est l'animal par excellence qui arrive à se fondre dans l'environnement. Dans cette section de camouflage, vous allez avoir au début une trentaine de personnes, en 1915 à peu près, 30 personnes. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des personnes qui vont s'ajouter au processus. Alors, il y a beaucoup d'artistes, des illustrateurs. Vous allez retrouver, bon, Guirand de Scevola d'abord, mais vous avez aussi, aurez aussi Corbin, vous aurez aussi Joseph Pinchon, le père de Bécassine notamment. Vous allez aussi avoir des décorateurs de cinéma, vous allez avoir des accessoiristes de cinéma, même un mime. Voilà, des personnalités qui vont pouvoir créer des procédés de camouflage. Il faut aussi les mettre en œuvre, donc au fur et à mesure, on va apporter des menuisiers, des ouvriers en fer, on travaille autour du fer, du métal, pour voilà, inventer des structures. Et tout ce petit monde va composer en 1918 des milliers de personnes. Vous allez avoir environ 3000 hommes, et puis des milliers de femmes qui vont fabriquer ces procédés-là. Et imaginez bien que ces personnalités vont faire avancer beaucoup de choses dans la guerre, vont trouver énormément de procédés différents. Les soldats, il faut savoir aussi que, comme Guirand de Scevola, il est mobilisé, c'est un soldat, il va être démobilisé, il va être mis au service de cette nouvelle section, mais on verra plus tard qu'il participe quand même à cette guerre. Alors je vous montre notamment un peu plus précisément, parce que là, hop, on le voit en bas à droite, mais vous avez dans la vitrine le brassard officiel de ces caméléons camoufleurs. Alors c'est évidemment un symbole choisi qui est le caméléon, qui est dessiné par Guirand de Scevola, qui dirige un peu cette section camouflage. Et vous voyez qu'il est au centre du brassard officiel donné par l'état-major, qui est blanc et rouge. Donc, les premiers procédés qu'ils vont mettre en place, on va aller voir ça tout de suite. Vous avez notamment des espèces d'uniformes, si on peut dire. Vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, vous avez tout simplement deux uniformes ici. Vous avez celui qui est à droite de la vitrine et puis celui qui est à gauche. Alors, celui qui est à droite, avec la cagoule et la blouse. Donc, cet uniforme, il a été réalisé par Guirand de Scevola. C'est même un de ses premiers principes, après avoir travaillé sur le canon. Il va tout simplement imaginer quelque chose pour recouvrir l'uniforme, pour recouvrir notamment la tête, pour déconstruire les formes du corps humain aussi, parce que c'est le but, c'est qu'on ne reconnaisse plus l'être humain derrière. Et en fait, imaginez bien, là ça a l'air presque sale, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment de la peinture, des uniformes travaillés, des blouses et des cagoules travaillées pour vraiment cacher le soldat derrière. Et alors, il est encouragé à faire des démonstrations aux généraux directement. Et là, j'aimerais vous lire une lettre qu'il a écrite sur un de ses tests, qu'il a réalisé d'ailleurs devant le général Castelnau. Et vous allez voir, c'est assez parlant de ce procédé et de son fonctionnement. Donc je vous le lis. Je venais d'être envoyé auprès du général de Castelnau, à Amiens, et il s'agissait de démontrer l'invisibilité des blouses et des cagoules camouflées. Comme de coutume, nous fûmes conviés à la table du général qui était présent ce jour-là. Le déjeuner terminé, tandis qu'on se levait pour prendre le café, j'adresse un signe à Pinchon et à Bain qui s'esquivent discrètement pour gagner, avec leurs fameuses blouses et leurs cagoules, une petite prairie située derrière le quartier général et bordée par une haie et un rideau d'arbres. Avant le repas, nous avions repéré cet emplacement. Donc, ayant endossé leurs blouses et leurs cagoules, mes deux amis prennent position devant le vieux saule qui bordait la prairie, bien en vue, mais près des arbres, et grâce à leur travestissement confondu avec le paysage. Et ils attendent, immobiles. Soudain, un gendarme s'avance vers eux sans les distinguer et cherche un arbre pour se soulager discrètement.
Alors Pinchon et Bain poussent en chœur un hurlement « Pas ici, pas ici !» aussi effaré que s'il avait entendu des voix de l'au-delà. Notre gendarme se redresse, remet précipitamment un peu d'ordre dans sa toilette et s'enfuit à toutes jambes. Et il était temps. Déjà nous apparaissions, Forain et moi, guidant le général et son état-major. Les officiers regardaient dans la direction où se trouvaient mes amis, sans deviner leur présence. À 20 mètres d'eux, je les arrête. « Mon général, inutile d'aller plus loin, nous sommes tous morts, car les hommes que j'ai postés nous ont abattus. » Exclamation de surprise et d'incrédulité. Je frappe dans mes mains. Pinchon et Bain s'agitent et chacun de s'extasier sur leur parfait mimétisme. Lorsqu'un peu plus tard, Pinchon raconta au général la visite que son camarade et lui avaient reçue avant l'arrivée de l'état-major, le général éclata de rire. « Voilà bien, conclut-il, la meilleure preuve de l'invisibilité des blouses. » Alors là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit bien en fait l'importance de cet essai et à quel point ça montre que le camouflage fonctionne, hein, dans cette anecdote assez amusante et rigolote. Alors on voit également qu'il a fait des essais avec ces hommes. Hein. Vous avez notamment, je vais vous montrer tout de suite, des photos qu'ils prennent eux-mêmes. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment la Scaevolette, hein, c'est comme ça qu'on renomme l'uniforme du Guérande de Scaevola. Et puis des essais qui sont faits avec, alors imaginez hein, comment le gendarme a pu se tromper, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut se confondre avec la nature. Et alors je vous montre juste après ça. Autre chose, ici vous avez un principe réalisé par un autre peintre qui est Corbin, qui lui, pareil, hein, dès le début de la guerre, comme Guérande de Scaevola, il va travailler sur des principes de camouflage. Et vous avez un principe plutôt connu, puisque c'est l'ancêtre de la tenue léopard, hein, comme on l'appelle. Tout simplement, elle reprend des idées de taches, de couleurs comme ça, sur ce recouvre-képi. Alors, imaginez que Corbin, il a notamment essayé de breveter ce principe, ce procédé, auprès de l'armée, hein, et de son service des brevets et des inventions. Malheureusement, il lui renvoie en lui disant qu'ils ne sont pas intéressés. Au grand malheur de Corbin, qui pourtant a vu son procédé être utilisé tout le reste de la guerre. Imaginez bien que c'est assez important quand même pour les artistes d'être reconnus dans leurs principes, dans leurs procédés. Et malgré tout, ce n'a pas forcément toujours été le cas, alors que leurs procédés ont été vraiment servis pendant cette guerre. Alors là, donc, ce sont deux principes, hein, que je viens de vous montrer, mais je vous montre d'autres principes. Vous avez ici des soldats qui sont complètement recouverts par des peintures. En tout cas, ce sont des croquis d'essais, des illustrations d'essais de principes de soldats recouverts de façon à être complètement camouflés dans les arbres. Alors c'est assez impressionnant, hein. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé petit à petit à utiliser différentes taches de couleurs pour camoufler les soldats en fonction de leur environnement. Et en parlant d'arbres, je vous montre l'image que nous avons juste là. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Effectivement, peut-être que vous avez l'œil et que vous avez déjà remarqué, mais en fait c'est un faux arbre, hein. On n'a pas été couper un arbre comme ça pour faire entrer un soldat dedans. Alors, notamment là, je vais vous parler de deux personnes. Louis Bérard, en premier, qui est donc un accessoiriste de théâtre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, hein, que la sélection de camouflage était composée de plusieurs personnalités et de plusieurs métiers différents. Tout simplement, Louis Bérard, il a déjà réalisé des faux arbres dans les pièces de théâtre dans lesquelles il a pu travailler. Et donc, il a l'idée de créer des faux arbres pour remplacer des vrais arbres sur le champ de bataille afin d'en faire des postes d'observation. C'est pour ça qu'on a une porte, hein, juste ici, pour que le soldat puisse entrer. Imaginez qu'ils peuvent même monter à l'aide d'échelles à l'intérieur, hein.
Alors souvent, il faut savoir quand même que les artistes, les soldats qui sont démobilisés, et puis les artistes de manière générale qui travaillent dans cette section, sont parfois considérés comme des planqués. Alors ce n'est pas un juste titre, hein, parce que en fait tout simplement c'est un travail qui peut être aussi très dangereux. Parce que pour que le résultat soit convaincant, il faut aller faire un relevé de croquis. Sauf que le relevé de croquis, ils vont aller le faire sur le champ de bataille même, c'est-à-dire sur le no man's land, entre les deux tranchées ennemies. Et pour que ce soit véritablement convaincant, pour remplacer un vrai arbre, il faut que l'œil soit trompé. Donc ils vont y aller de nuit, ou à la tombée de la nuit, à l'aube, avec parfois une lune pour pouvoir voir les détails. Ils vont donc se retrouver sur le no man's land à faire des croquis dos aux ennemis, hein, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragilisés, hein, par leur position comme ça, dos aux ennemis pour aller faire des croquis des arbres. Ensuite, ils vont faire donc ce relevé de croquis, ils vont le transmettre aux ateliers, qui vont donc réaliser les arbres comme s'ils étaient vrais, en plusieurs pièces. On va préparer le terrain en creusant sur le no man's land autour du vrai arbre, hein, on va laisser seulement la place des racines, et puis on va venir remplacer l'arbre par le faux, en faisant glisser donc à l'horizontale, hein, l'arbre dans ces tunnels creusés dans le no man's land, hein, et puis on va de nuit cacher le vrai arbre avec des toiles, on va ensuite scier le vrai arbre, on va le remplacer par le faux arbre qui à l'intérieur va être donc surmonté, enfin en tout cas il y aura une échelle, ils vont pouvoir aller observer les Allemands en hauteur à l'intérieur de l'arbre. C'est un procédé extrêmement dangereux. Imaginez que parfois il y a des batailles qui éclatent, en tout cas des obus qui éclatent la nuit, ça leur est arrivé hein, une fois lors d'un procédé, notamment on en a en tout cas au moins une fois la trace. Donc c'est extrêmement dangereux parce que si l'ennemi à ce moment-là les découvre sur le champ de bataille, il y a de fortes chances qu'ils en meurent hein, puisqu'ils peuvent se faire tirer dessus. Donc c'est très délicat et pourtant ils vont le faire tout au long de la guerre et il y aura même des artistes et des soldats qui vont se spécialiser là-dedans. Il y a notamment de Segonzac, hein, Dunoyer de Segonzac qui va devenir un spécialiste au point où il va être reconnu pour ses postes de guet dans les arbres comme ça. Hein. Voilà, je vous montre d'autres images de ces arbres. Voilà, donc c'est très important de pouvoir observer les lignes ennemies et ça va très très bien fonctionner, ils vont être assez forts pour ça. Imaginez que par exemple, à certains endroits des lignes, les Allemands ont découvert, n'ont pas découvert, voire très tardivement découvert ces procédés. Imaginez que en 1918, un des plus grands arbres installés par de Segonzac va être découvert par les Allemands lorsqu'ils vont enfin réussir à reprendre les lignes. Et seulement en 1918, ils vont se rendre compte du subterfuge. C'est-à-dire que ça a tellement bien fonctionné que pendant des mois et des mois, les soldats français vont pouvoir guetter leur position. Alors, on va notamment refaire des arbres, hein, des faux arbres, mais on va aussi, comme vous le voyez sur cette image, s'occuper des animaux. Parce que parfois, il y a certaines missions que seuls les chevaux peuvent remplir. C'est le cas ici, vous voyez, on les utilise et donc pour qu'ils soient moins visibles, pour les protéger aussi hein, d'une certaine manière, imaginez que c'est quand même assez délicat pour eux de se retrouver sur le champ de bataille. Beaucoup vont mourir, hein, les chevaux, ils vont être extrêmement utilisés, ils sont très très importants. Donc pour les protéger, on va parfois les repeindre entièrement, comme ce que vous pouvez voir juste ici. Tout au long de la guerre, de toute manière, on va employer les techniques de camouflage pour beaucoup de choses. Pour recouvrir la pièce d'artillerie, pour recouvrir des véhicules aussi, pas que les chevaux, les véhicules aussi, les armes, etc. Et vous avez notamment les Allemands qui ont travaillé sur du camouflage très important et qui vont vraiment réussir un exploit. En 1918, de mars à août, ils vont utiliser ce qu'on va appeler, ce qu'on va surnommer les canons de Paris, donc ce que vous voyez, un Parisen-Kanonen, et ils vont réussir à tirer sur Paris à plus de 100 km, entre 110 et 120 km. Ils vont être donc camouflés tellement bien que pendant des mois, on ne va pas réussir
à trouver d'où ils tirent. Alors, les bombardements de la ville, ça touche forcément des populations civiles, et ce qui veut dire qu'on va tenter, alors c'est effrayant pour la population civile, hein, c'est une horreur pour eux, donc ce qu'on va faire, c'est tenter d'utiliser des techniques de camouflage contre ça. Et alors, dans les projets un petit peu fous auxquels on a pensé dans cette guerre autour du camouflage, c'était de refaire Paris, des quartiers entiers de Paris, en dehors de Paris, pour tromper l'ennemi. Comme on en a parlé déjà bien avant, hein, l'avion va donc devenir très important, l'aviation va se développer. Et notamment, les soldats allemands vont survoler Paris pour bombarder. On cherche en fait à refaire des quartiers en dehors en trompant l'ennemi grâce à des toiles peintes, grâce à des procédés d'électricité qui vont permettre de faire croire à l'ennemi que c'est un vrai quartier et pas seulement des toiles repeintes. Donc, ce sont des projets un peu fous, un peu immenses, hein, qui vont demander un budget assez conséquent, et donc on va faire quelques essais. Mais évidemment, en 1918, ils n'ont pas pu réaliser ces essais-là lorsque la guerre se termine. Mais en tout cas, ça reste dans les mémoires, hein, de ces projets un peu incroyables qui ont été pensés. Et en parlant de l'avion, je vous montre ici des toiles des toiles peintes qu'on a pu utiliser sur les avions parce qu'il est très important de les camoufler. Alors ici notamment vous voyez des formes qui peut-être, en tout cas pour les plus grands, hein, les adultes, vous font penser à du cubisme, Picasso, etc. Alors c'est normal, c'est parce que beaucoup des procédés du camouflage ont repris cette idée des cubistes de décomposer les formes pour en fait tromper l'œil, en quelque sorte ici, hein, dans le camouflage. Et on peut imaginer, alors ce sont des toiles allemandes, on peut imaginer que ces toiles recouvrent les avions à une période de l'année où il y a du rouge dans les champs, hein, puisque tout simplement, ces toiles sont censées reproduire les champs. Ça, ce sont vraiment des toiles qui sont positionnées sur les ailes des avions au-dessus. Comme ça, si d'autres avions, des avions français, des avions anglais passent au-dessus, leur œil est détrompé et on n'arrive pas forcément, en tout cas on voit moins l'avion, c'est plus difficile de lui tirer dessus. Et évidemment, en dessous des ailes, on va plutôt choisir des bleus pour rappeler le ciel, des blancs, etc. On va faire des essais aussi pour l'aviation. Mais il n'y aura pas que les avions, hein, qui vont être camouflés. Les Anglais, eux, vont tester des choses. Vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, je voulais vous montrer le casque, on est passé devant, mais là, je peux vous montrer carrément ce bateau. Alors là, ce sont plutôt les Anglais. Ce qui est assez intéressant, c'est que les peintres anglais sont venus se former auprès des peintres français. À la base, hein, ce sont les Français qui les ont formés sur les techniques de camouflage, et les Anglais, eux, ont vraiment réussi à développer des techniques importantes au niveau des bateaux. Alors ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a notamment le Français Pierre Gatier qui va, jusqu'à la fin de la guerre, hein, qui va être très intéressé par ces techniques. Le principe étant que on ne peut pas camoufler un bateau sur l'eau, c'est impossible. Déjà parce qu'il n'y a jamais les mêmes couleurs, parce que le bateau sera toujours visible. Là, je vous montre, hop, juste au-dessus, on a des toiles, hein, qui nous montrent des bateaux sur l'eau. Imaginez un bateau à l'horizon, on ne peut pas le rendre invisible, c'est trop compliqué. Par contre, on peut le réduire ou l'augmenter. On va travailler sur sa forme et on va le repeindre avec des bandes irrégulières, des bandes qui font penser à l'eau, des bandes qui font penser au ciel. Le but, c'est de tromper les sous-marins ennemis. Alors, les Anglais ont une flotte marine plus importante, hein, mais imaginez que les Allemands vont réaliser une vraie guerre sous-marine, puisqu'ils sont bloqués en mer, hein, par les Alliés, et donc ils n'arriveront pas à être ravitaillés par les bateaux. Donc, pour débloquer la situation, en tout cas tenter de la débloquer, ils vont faire appel aux sous-marins pour torpiller les navires, mais pour calculer le tir sur un navire, c'est tout un tas de calculs à faire, et le but, c'est en tout cas de ne pas réussir, que le sous-marin ne réussisse pas à calculer le centre de gravité de l'avion. C'est pour ça qu'on va chercher à jouer sur tout le bateau en entier pour le réduire
et pour tromper les calculs. En tout cas, les Allemands souvent mettent plus de temps à faire leurs calculs, donc ils se mettent en danger parce qu'ils restent à la surface plus longtemps. Pour un sous-marin, c'est dangereux. Parce qu'ils auront tendance à s'approcher trop près des bateaux et là, ils pourront être attaqués à leur tour. Et ça peut permettre tout simplement aux bateaux de gagner du temps pour s'enfuir, tout simplement lorsqu'ils découvrent donc le sous-marin qui s'est soit approché, soit qui est resté en surface. Voilà, il est repérable et les bateaux vont donc lancer un brouillard souvent artificiel qui va camoufler le bateau et qui va tromper l'ennemi en permettant au bateau de s'échapper. En tout cas, même si on n'a pas la preuve exacte que ces procédés ont fonctionné sur la mer, hein, surtout imaginez en contre-jour, ça ne fonctionne plus du tout. Mais en tout cas, il y a des témoignages qui disent que c'était quand même assez important pour aider à échapper aux sous-marins. Voilà. Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je voulais vous montrer une dernière petite chose, mais en attendant, je vais vous montrer une vidéo que nous avons dans le musée et qui reprennent ces techniques de manière parfois un peu rigolote. Hein. Vous allez voir les caméléons camoufleurs qui font des essais de leur procédé de camouflage. Je vous montre ça et puis je vous retrouve juste après pour terminer cette visite. Alors, je vous retrouve avec ces illustrations d'essais de camouflage de camions. Les camions aussi, hein, comme tous les autres véhicules, vont évoluer pendant la Première Guerre mondiale, vont prendre de l'importance et stratégiquement, on essaie de les camoufler sur les trajets, sur les routes, afin que les ennemis ne puissent pas tirer dessus. Et ainsi empêcher l'armée d'être ravitaillée en matériel, par exemple. Alors, on a toujours ces inspirations du cubisme, hein, toujours. En même temps, on va toujours utiliser ces taches de couleurs qui font penser à tout ce qui est nature environnante. Hein. Et alors, imaginez que, en fait, un jour, alors que des camions passaient dans Paris, Picasso les aurait vus et se serait écrié en les voyant passer « C'est nous qui avons fait cela ». Donc voilà, encore une fois, c'est pour aussi mettre l'accent sur le fait que ce sont bien des peintures qui sont à l'origine utilisées hein, dans cette idée de tout simplement déstructurer les formes, rappeler la nature environnante. Et il me reste encore un dernier objet, un dernier véhicule à vous montrer. Et j'y viens tout de suite.
Vous vous trouvez devant un char d'assaut, le FT-17 de la marque Renault. Alors, le char d'assaut est une invention anglaise. Ce sont les Anglais qui ont en premier fait ces tests de char d'assaut. Et puis, voilà, les Français ont aussi participé à sa création, à son évolution en tout cas. Les Allemands, eux, c'était un peu plus compliqué. Au début, bon, ils n'ont pas trouvé les premiers essais des ennemis très concluants, et puis il manquait pas mal de matériaux comme on a pu le voir précédemment avec les bateaux, hein. Ils étaient bloqués en mer, donc c'était assez compliqué. Ils n'ont pas développé autant de chars d'assaut que les Alliés. Et pourtant, ça a été un véhicule blindé qui a permis, entre autres, hein, de redéclencher une guerre de mouvement à la fin de la guerre, hein, donc c'était assez important. Et comme vous pouvez le voir ici, on utilisait aussi le camouflage pour les cacher, pour les dissimuler, hein, stratégiquement en tout cas. C'était pour que l'ennemi puisse plus difficilement lui tirer dessus. Parce qu'évidemment, face aux fusils anti-chars, voilà, il y avait toujours possibilité de se faire tirer dessus. La particularité de ce FT-17 là, c'est que, enfin des FT-17 en général d'ailleurs, c'est qu'ils étaient peints en camouflage dès l'usine, hein, les autres pas forcément. Mais celui-ci, vraiment, il a été pensé avec le camouflage. Donc voilà, on retrouve toujours le même principe, hein, de couleurs, de taches, de bandes, de peinture. Et donc on voit que le camouflage a continué de se développer comme ça tout au long de la Première Guerre mondiale. Il faut quand même s'imaginer que la section de camouflage va être dissoute en 1918 et lorsque en fait on va repenser l'armée en 1919, on ne va pas ajouter, ou en tout cas on ne va pas remettre cette section de camouflage. Pour autant, on n'a pas abandonné le camouflage, hein, puisque on le voit encore aujourd'hui, hein, on voit encore les véhicules militaires, les équipements militaires sont fortement inspirés de cette époque-là. En fait, ces principes-là ont continué d'évoluer à la Deuxième Guerre mondiale, puis jusqu'à nos jours, hein, et c'est devenu même une technique essentielle dans la stratégie. Voilà, donc nous avons pu voir ensemble aujourd'hui plusieurs techniques, plusieurs en tout cas procédés de camouflage. J'espère que cette visite vous aura plu et je vous retrouve avec plaisir sur une prochaine visite et je vous souhaite une bonne fin de journée.